Bonjour, HR Makers, l'émission consacrée aux tendances du monde du travail. Aujourd'hui, focus sur les innovations du Learning 2024. La formation professionnelle ne cesse de se réinventer. Après le succès du blended learning et l'essor du métaverse, l'IA générative apporte désormais des accélérations significatives et soulève de nombreuses questions. L'année 2024 a été riche en transformations. 3 experts sont avec moi sur ce plateau pour analyser les tendances, nous faire part également de ce qu'ils mettent en pratique au sein de leurs entreprises. Frédéric Henrion, senior vice-président, directeur Global Learning de la Safran University. Bonjour Frédéric. Bonjour Elsa. Philippe Pomar, responsable du département compétences et formation IT DSI de France Travail. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Théocaris, directeur adjoint de la Sales Academy d'Alliance France, rattaché à l'unité de distribution. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci à tous les 3 d'être avec nous sur ce plateau. Présentiel, distanciel, hybride. Les modalités de formation sont nombreuses, elles ne sont pas anodines. On entend beaucoup parler d'un retour au présentiel, d'une demande des apprenants d'être de nouveau formés en présentiel. Où en êtes-vous exactement? Et peut-être aussi, comment est-ce que vous réenchantez le présentiel lorsque vous revenez à cette modalité-là de formation? Stéphane, peut-être pour commencer. Très bien. Donc, comme tu l'as indiqué, je suis donc directeur adjoint de la Sales Academy d'Alliance France au niveau de l'unité distribution, qui est le centre de formation de tous les commerciaux d'Alliance. Oui. Et donc, je suis très rattaché au métier commercial et je travaille étroitement avec la direction des ressources humaines également pour construire des modules. C'est vrai que le présentiel a été fortement, remis en avant avec l'épisode de la pandémie. Et donc, on a vraiment réenchanté nos parcours en créant ce qu'on appelle le nouveau présentiel, c'est-à-dire essayer de donner un peu de sens. Quand nous faisons venir nos stagiaires à la Sales Academy, pour avoir beaucoup plus d'expérience, et notamment, on recrée complètement donc, dans nos salles de formation des environnements très immersifs pour que nos commerciaux puissent s'entraîner à pratiquer la méthode de vente d'Alliance, la Sales Excellence, et bien sûr plein d'autres actes commerciaux. Donc vraiment c'est une vraie tendance aussi du retour du présentiel, mais attention, essayons de bien raccrocher, l'objectif pédagogique à une modalité de formation, puisque on peut faire beaucoup de choses en présentiel, mais également beaucoup de choses en distanciel et en hybride, comme tu l'as dit. Et vraiment c'est l'objectif pédagogique qui va permettre de déclencher le présentiel, et notamment pour nous, ça se traduit pour beaucoup d'expériences et beaucoup de mise en application de nos méthodes quand on vient en présentiel. Tout à fait. Combien de commerciaux aujourd'hui, sur Alliance France, nous avons alors des réseaux intermédiaires et des réseaux salariés. Oui. Sur les réseaux intermédiaires, on a à peu près 1800 agents généraux et 4500 collaborateurs. Sur les réseaux salariés, on est à peu près à 1500, 2000 collaborateurs. Il y a encore d'autres réseaux, mais je ne vais peut-être pas... Okay. On a travaillé avec le réseau courtage, avec le réseau Outre-mer, Défense, Alliance et Sécurité, et un nouveau réseau qui s'appelle Alliance Experts en protection et patrimoine et protection sociale. Voilà. Très bien. Frédéric, de votre côté, est-ce que vous avez ressenti ce besoin de revenir en présentiel et comment est-ce que vous travaillez justement ce retour-là? Alors déjà, on a ressenti le besoin de revenir en formation parce qu'on n'en a jamais fait autant. Avec un nombre d'heures de formation que je vais vous épargner puisqu'il va pas parler, mais qui correspond à 31 heures en moyenne par personne. Pour un groupe de 95 000 personnes, on est déjà au-dessus de 2019. Donc on a non seulement passé le palier négatif du Covid, mais en plus on est remonté très très haut. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a recruté beaucoup. Il y a une grosse croissance aujourd'hui dans l'aéro. Et quand vous recrutez 16 000 personnes par an, à peu près au niveau mondial, vous avez une demande en formation qui est très importante. Les gens arrivent avec des aptitudes, ils ne sont pas compétents, il faut les faire monter en compétences. Donc il y a une grosse part de formation en situation de travail. Puis bien sûr, après, il y a tout le reste. La deuxième raison, elle est logique, elle est très humaine, c'est que les gens étaient contents de revenir. Oui, c'est vrai. Pour répondre à votre question, oui, le présentiel a retrouvé toute sa modernité et son appétence. On a un magnifique campus dans le sud de Paris, on peut socialiser avec les collègues. C'est vraiment un endroit où on parle safran.
Et on ne parle pas moteur ou train d'atterrissage ou autre. Et je crois que nos stagiaires sont tous très heureux d'y revenir. Et puis la troisième raison, c'est la même que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est que on en a profité pendant le Covid pour moderniser nos salles. Alors peut-être de façon un peu différente, mais en tout cas, la salle en U à la papa avec les formateurs qui d'ailleurs ont fait beaucoup de synchrone digitalisé. Alors ça, plus personne n'en veut. Hein. C'est fini, les petits points qu'on regarde avec des planches au milieu et le formateur qui parle, ça n'a plus de succès du tout. Ça passe un tout petit peu en hybride, mais c'est à peu près tout aujourd'hui. Et par contre, donc, nos salles, on les a revues avec des tables qui tournent, on peut faire des îlots, des écrans à droite ou à gauche pour éviter de se faire un torticolis quand on circule aussi dans la salle. Ça participe aussi de la modernisation, de la vision du learning. Puis moi, j'aime bien dire learning plutôt que formation, même si ça ne se traduit pas bien en français, parce que maintenant, c'est ajouté à cette formation présentielle le digital, à travers les plateformes. Donc l'asynchrone, c'est pas très joli, mais bon, qui a pris sa place, qui est une place qui est complémentaire. Donc pour nous, ça, je le redirai peut-être tout à l'heure, ça n'a pas remplacé la formation présentielle, ça vient en plus, parce que ça correspond à un besoin qui n'est pas forcément le même que la formation en présentiel. Elle est complémentaire et il faut l'adapter aussi aux besoins. Et moi, je trouve que, parce que je suis DRH de métier, et en fait, je suis venu à la formation par hasard, ça fait des années qu'on dit aux salariés, prenez-vous en main, accompagnez-vous, développez tout seul vos compétences. Et aujourd'hui, cette formation digitale, elle nous permet vraiment de le faire. Et quand on voit que la consommation augmente d'année en année, ça fait plaisir. Tout à fait. Votre constat, Philippe, de votre côté? Faire à peu près le même que mes homologues. Avec quelques petites différences. Moi, je suis dans un environnement très technique, une DSI. Ça pourrait être un peu différent. Et donc, je parlerais plutôt de rééquilibrage plutôt que de retour massif au présentiel. Il y a un rééquilibrage entre présentiel et distanciel. Évidemment, on avait mis le levier, comme tout le monde, pendant la pandémie, sur le distanciel. Voilà, ça a été une habitude qui a été prise aussi, surtout qu'on est sur un public d'informaticiens, donc ont une certaine appétence pour tout ce qui est digital et numérique, ce genre de consommation. Donc moi je dirais plutôt qu'il y a une tendance forte, plutôt dans une évolution des attentes des apprenants, sur les deux modalités d'ailleurs. Sur la partie distancielle, on constate en ce moment plutôt un aspect de consommation, j'allais dire, de capsules digitales, plutôt orientées sur le rapid learning. Et plutôt une consommation vraiment on demand. Oui. Je compare toujours ça à la plateforme Netflix, mais c'est un peu ça. Les personnes vont vouloir aller piocher en fonction de leurs besoins immédiats, ou peut-être se laisser guider parfois un peu par la plateforme qui va leur proposer des nouvelles capsules. Mais en fait, c'est ce mode de consommation qui est plébiscité dorénavant. Et qui répond à un besoin très utilitaire. C'est généralement la personne a un souci par rapport à un acte technique, etc. Elle veut trouver la réponse à sa demande très rapidement. Et donc ça, seul le digital peut lui fournir quasiment en temps immédiat la réponse adéquate à sa demande. Après, en effet, le présentiel, il faut le réenchanter parce que c'est un peu comme le travail hybride, avec la généralisation du télétravail, etc. Les personnes nous demandent du sens pour revenir sur leur lieu de travail. Ils ont les mêmes attentes pour la formation. Si c'est pour écouter, en effet, un formateur qui va faire du descendant pendant 2 jours, plus personne n'en veut de ce genre de format. Il faut vraiment qu'il y ait des interactions sociales, si possible des aspects ludiques, et surtout un entraînement des personnes, une mise en situation des personnes, et très contextualisé à leur situation de travail, ce que permet le présentiel. Oui, vous évoquiez 2 points très, très importants. La réponse quasi immédiate que l'apprenant doit trouver au sein de la formation, et aussi une appétit pour des formats qu'on appelle micro-learning, nuggets learning même, donc vraiment quelque chose sur demande au moment où je peux le faire. Toutefois, on parle aussi d'une fatigue du learning, que les apprenants, malgré ces outils-là, peuvent être de temps en temps un petit peu, pas réfractaires, mais moins enclins à aller vers des formations. Est-ce que vous le constatez, et quels sont justement vous les dispositifs sur lesquels vous misez pour aller contre cette fatigue? Frédéric, si vous voulez. D'accord. Alors, la fatigue, nous, on ne l'a pas rencontrée. Par contre, là où on a regardé très fortement, il y a eu une grande évolution en termes de neuroscientifiques
sur le sujet de l'attention. Avant, l'attention, c'était pas vraiment un sujet. On allait en formation, puis on retenait ce qu'on voulait. En tout cas, on se préoccupait pas de ça. Et l'arrivée de tous ces modèles de formation différents nous montre bien qu'en fait, l'attention n'est pas la même selon que vous êtes en présentiel ou en distanciel. On l'a bien vu pendant le Covid avec cette fatigue, maintenant cet écœurement du distanciel synchrone. Le présentiel, le digital, c'est pas la même chose non plus. Et puis, selon que vous êtes pendant votre temps de travail à vous répondre à une question très précise, comme on l'a dit tout à l'heure, ou d'aller passer vraiment une journée en formation ou plusieurs journées, c'est aussi pas la même logique. Et donc, l'attention des personnes est pas la même. Alors, j'aime bien le mot Netflix, mais moi, en général, j'évite l'effet Netflix. Parce que le Netflix, chacun le consomme comme il veut, mais c'est si l'épisode 1 me plaît pas, je passe au 2, si ça me plaît pas, je change de série, etc. Donc, nous, on n'a quand même pas très envie que ça arrive. Et donc, déjà, on a rejeté tout ce qui était bibliothèque universelle avec des millions de contenus où chacun doit se débrouiller. Donc, là, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut le guider, l'apprenant, pour qu'il puisse se trouver son chemin, sinon, il se décourage. Il faut veiller et essayer de faire en sorte qu'il puisse se former pendant son temps de travail. Moi, j'y tiens beaucoup. Après, s'il veut y aller le samedi, le dimanche, pendant ses congés, c'est pas dérangeant. Mais l'empêcher de le faire pendant qu'il travaille, je trouve que c'est vraiment un problème. Donc, il faut que les modules soient courts. Et d'ailleurs, le digital, si c'est pas court, ça marche pas. On le sait très bien. Et ça, on l'a largement expérimenté pendant le Covid. Donc, ça aussi, ça se travaille avec des contenus vraiment adaptés. Et pour nous, chez Safran, ce qu'on a décidé de faire, on travaille, je ne sais pas si on a le droit de citer le nom de nos partenaires. Si vous pouvez. Bon, alors on travaille avec 360 Learning, c'est notre plateforme d'accueil, mais ils travaillent quasiment pour nous, c'est-à-dire que 2/3 des contenus, c'est des contenus internes. Les gens, moi je les forme à mon campus, j'ai un studio, on a progressé dans la production de MOOC, de podcasts radio, etc. Ils répondent à des vraies questions, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, quand un expert vient et qui me dit j'ai besoin de présenter une formation, la première question que je lui pose, c'est il y a vraiment des gens qui vont regarder? Ça va répondre à une vraie question. Et quand on est encouragé et réconforté par la réponse, en effet, on se lance. Et là, on voit 80% de taux de complétion. Moi, ça me ravit, parce que ça prouve que le module qu'on a fait, à la fois en termes pédagogiques et techniques, il a répondu au nouveau mode d'apprentissage selon le choix de technique qu'on a choisi. Mais en plus, le fond est bon. Oui, complètement. Stéphane, vous utilisez un terme, c'est courteur? Oui. Pour compléter, plus de fatigue, nous, c'est vraiment de mettre les gens en énergie. Et donc, comment retrouver de l'énergie dans des modalités, dans la formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est vraiment, nous, on a fait un parti pédagogique fort, c'est qu'on travaille beaucoup sur le storytelling. C'est-à-dire de raconter une histoire auquel notre apprenant va peut-être s'attacher encore un peu plus pour capter son attention. Et donc, on a vraiment revu toute notre approche pédagogique sur création de storytelling, pour vraiment les amener dans une histoire qui va les embarquer et qui va les intéresser jusqu'au bout. On a vu une étude Google il n'y a pas longtemps que le temps d'attention, je crois, d'un millennial, c'est 9 secondes. 9 secondes. Donc, il va falloir capter son attention tout de suite dans un univers. Donc, on n'a pas que des millennials, mais cette stat a été très structurante pour nous. Le deuxième point, donc sur la courteur, c'est vraiment une modalité qu'on essaie de mettre de plus en plus en œuvre, c'est-à-dire le micro-learning que tu expliquais tout à l'heure, mais vraiment sur des moments très courts pour rythmer les moments de formation avec plusieurs modalités pédagogiques. On travaille sur du snack content, c'est des petites vidéos très courtes, d'1 minute, 1 minute 30 sur revenir sur un point précis d'une modalité ou d'une garantie. On a des podcasts pédagogiques qui sont là aussi vraiment dans la courteur, à 4 minutes, 4 minutes 30, 5 minutes maximum, pour capter l'attention. Je explique que je suis avec des populations commerciales. Oui. Donc qui peuvent écouter avant un rendez-vous ou dans les transports pour qu'ils aient, je dirais, les informations clés pour pouvoir convaincre et puis pouvoir argumenter sur les solutions Allianz. Et puis, la dernière chose aussi sur la fatigue, c'est le nouveau rôle du formateur. Le formateur aussi, il est plus dans une posture d'entraîneur, donc bien sûr de pédagogue, mais vraiment de mettre les gens en énergie, un peu ce que j'entendais tout à l'heure sur des mises en situation, sur l'application, pour ainsi donner du rythme, donner de l'énergie et essayer d'avoir un peu moins de fatigue. Tout à fait. Philippe, est-ce que vous souhaitez compléter Oui, on peut rajouter aussi que, on va dire, il y a un phénomène général quand même d'intensification des rythmes de travail et donc de fatigue cognitive aussi, du fait aussi d'un certain nombre de sollicitations
mail, voilà, chat, Teams, etc. L'info, obésité, d'avoir des... Et donc, il peut y avoir une certaine saturation justement de contenu de ce type. Donc, c'est vrai qu'il faut entraîner les personnes sur le champ de la formation. Et pour ça, nous, on a eu deux grands axes stratégiques. D'une part, c'est de les rendre plus acteurs. Alors, c'est pas qu'une vue de l'esprit, hein. On leur donne des outils qui leur permettent de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir directement se positionner eux-mêmes sur n'importe quel module de formation disponible, voire même, on peut aller en chercher si on ne trouve pas leur bonheur dans d'autres offres de formation. Mais en tout cas, donc, ils sont autonomes sur leur choix de formation et sur le fait de s'y investir dans la formation. Et l'autre champ, ça a été évoqué un peu aussi, c'est sur donc, la notion de parcours. Et là, ce qu'attendent maintenant les personnes, c'est une réponse individualisée. Ils attendent de la différenciation. Et donc, c'est vrai que aussi bien les capsules que des modules présentiels s'inscrivent dans un parcours qui a du sens et qui doit être vraiment individualisé. On le verra tout à l'heure, il y a certains outils qui vont pouvoir nous aider à faire cette individualisation. Oui, tout à fait. Il faut embarquer l'apprenant, mais il faut aussi se soucier de l'ancrage de la formation sur le long terme. Je suppose aussi que c'est une attente un petit peu de vos directions, de pouvoir aussi peut-être donner quelques chiffres. Comment est-ce que vous assurez de cet ancrage de la formation sur le long terme? Est-ce que vous avez, quels sont les indicateurs peut-être que vous mettez en place, Frédéric? Oui, alors c'est un serpent de mer, hein, la mesure de l'efficacité de la formation. Oui. Si quelqu'un avait trouvé la recette magique depuis longtemps, évaluation à chaud, évaluation à froid, bon, beaucoup de choses dans ce domaine. Bon, c'est toujours assez difficile, même si aujourd'hui, grâce à la data ou au big data, on a effectivement de plus en plus d'indicateurs, mais ça reste encore quand même des indicateurs qui ont du mal à mesurer sur le long terme ce qui se passe. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de mesurer finalement en temps réel, et c'est ça qui est important. C'est pas forcément un KPI à la fin, mais quand vous faites de l'ancrage mémoriel, par exemple, qui est aujourd'hui une pédagogie qui commence à se développer et qui permet de revenir, alors ça prend un peu plus longtemps, hein. Parfois les donneurs d'ordre, ils en veulent pas, parce qu'eux, ils veulent passer leur petit vite fait, passer à autre chose, et en fait, ce qui leur intéresse juste, c'est de compter les bâtons. Si tout le monde a suivi la formation, tout va bien. Mais on ne vérifie pas que la compétence est acquise. Mais si on prend le temps d'y revenir le mois d'après, puis le mois d'après, puis etc., pas forcément pendant des mois évidemment, mais 2 ou 3 fois ce qu'on appelle l'ancrage mémorial, en effet, on peut vérifier qu'une compétence, elle est acquise et puis qu'elle a été transformée dans le travail de la personne. Un autre exemple que je peux citer aussi, c'est maintenant dans beaucoup de formations digitales ou hybridées, vous avez des quiz et tant que vous ne les passez pas et tant que vous n'avez pas un résultat positif, vous ne pouvez pas aller au module suivant. Les formations certifiantes ou diplômantes qu'on fait avec maintenant les écoles et les universités sont toutes bâties comme ça. Sont quasiment hybrides, mais on ne vous donne pas le certificat tant que vous n'avez pas passé les différents questionnaires qui sont quand même assez compliqués. Ça fait bosser, hein. Moi, j'en ai fait quelques-uns. C'est assez difficile. Autant en présentiel, c'est facile, on est là, on n'écoute pas, mais globalement, on prend des notes et on retient, comme à l'école. Mais par contre, les modules qu'il faut faire à la maison ou au bureau et les quiz qui vont avec, ça commence à être un peu intellectuellement difficile. Et puis le troisième exemple que je voulais citer, tout à l'heure j'ai parlé de formation en situation de travail. Nous aussi, pour aider nos opérateurs, alors ce ne sont pas des vendeurs, mais ce sont des opérateurs, nous, sur des machines-outils ou autres, à maîtriser un geste, on a maintenant des systèmes pédagogiques ou digitaux qui vous permettent de vous accompagner pas à pas, qui vous permettent de découper la tâche de travail. Alors ça existe depuis très longtemps. Avant, ça se faisait sur des fichiers Excel. Maintenant, vous le faites sur des iPads et vous vérifiez effectivement de votre collaborateur. Il aura d'abord répondu à un quiz pour voir si déjà il comprend en théorie, puis après il aura vu le geste sur le petit iPad ou la vidéo, puis après on lui aura découpé, puis après il va la pratiquer lui-même, il descend sur la plateforme, le pratiquer avec un tuteur, et qui valide à la fin, à travers un carnet de bord électronique ou autre, que le geste est acquis. Et là, je vais vous dire, moi j'ai pas besoin de faire un KPI, et si le geste est acquis à la fin, la formation fonctionne bien. Donc ça, je trouve que c'est bien. Puis après, alors sans vouloir peut-être déflorer la fin, mais on est en train d'évoluer. On voudrait rajouter, nous, dans notre SIRH, un module compétences qui va permettre à nos salariés de s'auto-évaluer. Et puis après, d'essayer de dessiner aussi leur parcours de carrière dans la galaxie des métiers.
Et donc, le système leur proposera les formations qui vont bien pour atteindre le poste désiré en fonction de leurs compétences manquantes. Et ça va être un grand outil de mesure aussi à la fois des besoins. Ça va être remonté par les personnes, ce qu'on ne sait pas encore bien faire jusqu'à aujourd'hui. Et probablement, on aura vraiment une source de data extraordinaire derrière ça. Complètement. On va y venir bien sûr aux outils et à l'usage de l'IA. Sur l'ancrage sur le long terme de la formation, Philippe, votre... Alors, on a introduit un certain nombre de modalités pédagogiques, notamment des séquences réflexives, souvent à 2 mois, 3 mois de la session de formation, qu'elle soit distancielle ou présentielle, parce que ces séances réflexives permettent aux apprenants de conscientiser leur parcours et leurs apprentissages. Donc c'est aussi un effort de formation des formateurs. C'est-à-dire que le travail du formateur ne s'arrête pas à la fin du premier jour ou la fin du deuxième jour de formation, mais il y a aussi ce service après-vente, entre guillemets, en tout cas, pour aller interroger les apprenants sur ce qu'ils ont fait, des nouvelles compétences acquises, est-ce qu'ils les ont bien mises en œuvre. Et puis pour revenir sur cette question de mise en œuvre et de côté pratique, c'est vrai que le développement chez nous de la modalité AFEST, action de formation en situation de travail, là pour le coup introduit de toute façon nativement des séances réflexives, mais aussi est très impliquante puisque la personne est sur son poste de travail, donc il y a un ancrage qui se fait obligatoirement de par les interactions sociales qu'elle a avec les autres interlocuteurs qui vont évaluer son travail, qui vont la guider dans son travail et qui vont évaluer aussi son parcours d'apprentissage. Donc ça facilite énormément cet ancrage. Oui, complètement. De votre côté, Stéphane? De notre côté, pour l'ancrage, comme disaient mes confrères, c'est un long chemin pour pouvoir suivre les efficiences. Et un peu comme mon confrère de Safran, c'est nous quand les ventes sont réalisées, ça veut dire qu'on n'a pas trop dit de belles choses et que les équipes de management ont pu tout relayer. Donc nous, au niveau d'ancrage, trois choses peut-être à mettre en lumière en complément de ce qui a été dit. Bien entendu, la FEST est un point important, mais surtout, nous, dans notre secteur d'activité, comme dans tous les secteurs d'activité, le législateur, les autorités de contrôle nous incitent de plus en plus à faire des quiz d'évaluation avant les formations, pendant et après. C'est des histoires de suivi de quiz. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies nous aident beaucoup par rapport à cela. Et donc, on essaye de bien carrosser, je dirais, les quiz nécessaires pour participer à la formation et surtout, quel est le grain pédagogique complémentaire que l'on va pouvoir apporter aux stagiaires. Deuxième point qui est pour nous, je dirais, très structurant, c'est qu'à la fin de certaines formations, pas toutes, mais certaines formations où il y a beaucoup de mise en pratique, on a créé ce qu'on appelle des ordonnances pédagogiques. Donc, c'est-à-dire qui sont remis à chacun des stagiaires à la fin d'un stage. Donc, une ordonnance pédagogique, un plan d'action, un plan d'action que l'on partage avec le manager de proximité pour s'assurer ce que nous avons pu constater en formation et évaluer peut être ensuite bien réalisé sur le terrain avec un retour d'expérience après quelques semaines. Et puis un dernier point d'ancrage aussi, donc ça c'est une initiative au niveau d'Alliance France. On a donc créé directement par la direction des ressources humaines avec les équipes L&D, Learning and Development, des journées apprenantes. Oui, donc on a institué ce qu'on appelle l'entreprise apprenante aussi chez Alliance France à travers des journées qui sont dédiées pour là aussi ancrer et revenir sur certains messages qui peuvent aider toute la population, dont nos équipes commerciales, à pouvoir garder plus longtemps la connaissance et la compétence. Voilà, pour compléter ce qu'on dit. On ne peut pas ne pas l'évoquer, l'IA générative est là. Vous le savez bien. Alors, bien évidemment, quels sont peut-être un petit peu les cas d'usage, mais surtout, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous attendez de l'IA générative sur le long terme en tant que changement par rapport à la formation professionnelle, avec peut-être aussi un petit point sur le métier d'ingénieur pédagogie. Comment est-ce qu'il est impacté, Philippe? Alors, je veux dire, comme tout le monde, on est dans des phases encore exploratoires, on expérimente, etc. Alors, il y a déjà une conviction d'abord, c'est que l'IA ne va pas remplacer les ingénieurs pédagogiques. C'est vraiment un outil formidable d'aide à la construction alors je l'évoquais tout à l'heure, mais de parcours pédagogiques, par exemple, d'individualisation des parcours. Mais évidemment aussi, ça fait gagner beaucoup de temps sur, par exemple, la création de cas pratiques ou d'exercices pédagogiques. Et ça permet aux ingénieurs justement de se recentrer vers
ce qui est important, notamment l'analyse du besoin et la définition de critères de mesure. On va y revenir dans de l'efficacité et de l'ancrage. Oui. Donc voilà, c'est déjà une première chose. Alors, comme toutes les technologies, généralement, on surestime un peu au début les capacités d'une nouvelle technologie à court terme et on les sous-estime à long terme. Et c'est un peu le cas. Il y a un an, on nous disait, tout le monde, il y aura plein de suppressions d'emplois, etc. Mais on s'aperçoit que non, c'est un formidable outil qui va profondément changer les métiers, notamment les métiers de la pédagogie. Donc évidemment, c'est un incontournable maintenant que chaque ingénieur pédagogique ou même des chargés de formation soient formés, ne serait-ce qu'au prompt engineering, savoir comment poser les bonnes questions et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination dans la réponse ou de réponse erronée. Donc là, c'est une vraie technicité. Donc en fait, nous, on a décidé d'axer notre politique sur différents axes. Déjà, il faut former l'ensemble des collaborateurs. C'est une première, quel qu'il soit. Donc déjà, il y a une acculturation à ces modèles-là et une sécurisation aussi des pratiques, notamment en privilégiant des moteurs d'IA internes qu'on a pu développer, on est informaticien, voilà. Donc on était bien placé pour le faire, qui évite d'exposer les données sensibles de l'entreprise à l'extérieur. Et puis, une dimension qui nous intéresse énormément, c'est la dimension éthique de l'usage de l'IA. Et c'est pour ça que notamment on a créé quelques initiatives. On a notamment embauché dans le cadre d'une convention CIFRE, donc d'une convention pour la recherche industrielle, un doctorant qui nous fait une thèse sur l'éthique de l'usage de l'IA. Et c'est en relation avec l'École normale supérieure. Et donc, ces travaux de recherche nous guident énormément dans les usages qu'on va faire. En tant que service public, on doit être exemplaire aussi sur les usages qu'on peut faire de ces technologies. Stéphane, vous en êtes où? Alors, comme mon collègue, bien entendu, commençons par bien former nos équipes. Oui. Et notamment, donc, si on parle au niveau de la Sales Academy, nous avons des équipes, nous avons des formateurs, nous avons des gens aux opérations, nous avons des personnes à l'infrastructure, à la data, j'en parlais un petit peu sur le côté data, et bien sûr l'équipe pédagogique. Et donc la première chose, c'est bien sûr de sensibiliser et de monter en compétence déjà toutes les personnes, déjà une première sensibilisation, et également leur apprendre à prompter. Donc ça, c'est le point qui est important, pour utiliser, je dirais déjà, l'IA comme un assistant. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Un assistant virtuel, pédagogique, que nous challengeons tous les jours sur nos créations de parcours. Donc on a 2 architectes chez nous qu'on appelle les architectes de parcours de formation qui vont challenger notre assistant virtuel, et également la façon dont on va concevoir les modules avec bien sûr nos équipes formateurs, nos équipes des métiers, des écosystèmes, une grosse collaboration avec tous les métiers d'Allianz pour créer les contenus, et on nous met toujours en challenge pour comment l'autre vision que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, donc nous, c'est une application très pratique. Donc on a déjà pas mal de solutions en intelligence artificielle embarquées dans nos programmes de formation, tels que de la simulation de prise de rendez-vous en parlant avec la machine directement, et de pouvoir ainsi essayer de s'exercer à ce point-là, de pouvoir tester des entretiens de vente avec une machine learning qui analyse le temps de silence, le verbal, le paraverbal, et la machine, grâce à l'intelligence artificielle, nous permet d'avoir un plan d'action immédiat, 1 minute 30 après le sketching, pour aider le formateur qui devient un entraîneur, pour apporter les points forts et les points d'effort pour le stagiaire. Et puis, on réfléchit également comment intégrer aussi l'intelligence artificielle. Il y a il y a pas mal de choses qui arrivent aujourd'hui avec ce qu'on appelle la LLM, le langage, avec le RAG également, récupérer, argumenter et générer des contenus qui peuvent nous aider aussi à faire des recherches beaucoup plus rapides et efficientes sur des contenus et autres. Donc, on est vraiment aussi très attentif à ce qui se passe pour pouvoir, bien sûr, non pas subir, mais surtout être là et comprendre comment les mécanismes peuvent nous aider à toujours progresser et faire progresser nos stagiaires. Très bien. Pour Frédéric. Pour Safran, alors je vais essayer de ne pas paraphraser mes 2 camarades. Effectivement, l'approche de début est exactement la même. On est venu nous chercher d'abord pour former tout le monde. Oui. En tout cas, ceux qui avaient
déjà à s'en servir de l'IA. Alors de l'IA dans la recherche et développement, il y en a déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est ChatGPT surtout. Exactement. Et on a eu exactement la même approche. D'abord, expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, nous, on a choisi, on est moins experts que la DSI de France Travail, donc on est sur des ChatGPT sécurisés. D'abord 1 millier de licences, puis 3000, puis 10 000, il y en aura d'autres. Et la première action qu'on a faite, c'est surtout d'accompagner ces nouveaux bénéficiaires en leur proposant tout un panel. En fait, du coup, on n'a pas forcément fait de l'IA, mais on a utilisé tout ce qui est nouveau un peu en technologie de formation maintenant pour leur permettre justement, pas forcément juste d'apprendre à prompter, mais aussi de partager, de capitaliser. Et donc, on a appelé ça la Direct Line. Ça ressemble un peu à Doctolib. Vous avez en fait accès à un planning dans lequel vous pouvez aller sur des webinaires, avoir une assistance personnalisée, écouter éventuellement une conférence philosophique sur l'éthique et l'IA, parce que ça, on s'y intéresse aussi beaucoup. Parce que finalement, l'IA, c'est pas forcément dangereux si on s'en sert bien. Tout à fait. Et pour bien s'en servir, il faut s'en servir avec conscience. Oui. Et il faut l'apprendre. Et il n'y a pas mieux que les philosophes pour nous aider là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est nous l'option qu'on a choisie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est là aussi il y a un peu d'IA, c'est que tout ce qui se dit et ce qui se partage, en fait, est recapitalisé. Et donc, ça se transforme en fiches pratiques et autres qui rentrent dans des bibliothèques virtuelles et dont tout le monde peut se servir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde vraiment le learning, alors je partage l'avis de mes collègues, c'est vrai que pour les ingénieurs pédagogiques, c'est du confort dans leur travail de tous les jours. Il y a beaucoup de tâches administratives qui vont être facilitées par l'IA. Ils vont pouvoir aussi concevoir des programmes pédagogiques, des formations, refaire tous nos catalogues de fiches, etc., de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Mais ça, je dirais que c'est un peu de la cuisine. Non, nous, ce qu'on en attend vraiment, c'est ce que je vous ai un tout petit peu décrit tout à l'heure, c'est ce module compétences qui va à la fois rassembler en un seul processus des collaborateurs qui vont s'auto-évaluer, qui vont essayer d'imaginer des parcours d'évolution professionnelle. Et puis quand ils vont voir comment je fais pour combler le gap de compétences entre là où j'en suis aujourd'hui et là où je devrais être demain pour le poste qui m'intéresse, l'IA du partenaire qu'on a choisi, il vous permet vous prenez une fiche formation, vous la rentrez dans l'IA, prenons l'image d'une photocopieuse, vous le rentrez dedans, et il vous ressort, en fonction du nombre que vous avez choisi, 5, 10, 15 compétences sorties de la fiche de description de la formation, ce qu'on n'avait jamais su faire avant. Oui. Et donc, une fois que c'est là et que vous avez un référentiel d'emploi, parce que ça, c'est le premier truc à faire, et puis un référentiel de compétences formation, vous pouvez tout faire matcher ensemble et sortir un parcours de carrière potentiel. Le salarié, il l'imprime, il le met sous le bras, il va voir son RH ou son manager, et puis après, il dit comment vous m'aider, quoi. Il va le faire. Donc ça va faire vraiment beaucoup changer les choses, parce que ça va nous amener une troisième source d'alimentation. Tout à l'heure, on parlait d'efficacité. Aujourd'hui, on est très bien alimenté par la stratégie de l'entreprise. On est très bien alimenté par les experts métiers qui savent du mieux possible les besoins. Ce qui nous manque, c'est la voix du salarié, du collaborateur. Et là, avec l'IA, on va pouvoir l'enregistrer. Puis vous imaginez derrière la data qu'il y aura avec. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment savoir de quoi on a besoin. Voilà, on parlera maintien de compétences. Quand on me demandera c'est quoi le maintien des compétences, je vais dire voilà ce que les gens ont demandé. Et s'ils l'ont demandé, c'est qu'on peut leur faire confiance, c'est probablement ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Oui. Et ça, c'est juste un rêve qu'on va peut-être atteindre. On va peut-être atteindre, oui. Voilà. Et qui permettra aussi d'énormes réflexions sur l'emploi, les CV, si on peut réussir à mettre la compétence peut-être au-dessus de l'ancienneté, ça peut engendrer de très belles choses sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. À très bientôt sur le plateau HR Makers.